Le décryptage est de retour sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de cette émission Angle de vue de ce jour, déjà 36 000 déplacés et des centaines de morts. C'est le triste bilan des affrontements qui ont repris à Djouba, au Soudan du Sud. Le 5e anniversaire de l'indépendance du pays a été marqué par des accrochages entre les hommes de Salva Kiir et de Riek Machar. Les Nations Unies impuissantes tentent depuis quelques jours de ramener les belligérants au respect de l'accord de paix et appellent les pays voisins à contribuer au renforcement de l'effectif des casques bleus dans le pays. Mais quel avenir pour l'accord de paix et le gouvernement d'union nationale au Soudan du Sud? Ce sera notre premier thème à débattre ce jour. Nous irons par la suite au Burundi où les négociations pour la paix ont repris à Arusha en Tanzanie. Mais à peine ont-elles démarré qu'elles ont été boudées par les représentants du gouvernement burundais qui refuse de siéger à la même table que les responsables de la Sénarède, la coalition de l'opposition que l'équipe du président Pierre Nkurunziza qualifie de putschiste. Quelle porte de sortie pour la crise burundaise au regard de ces nouveaux pourparlers qui semblent mal partis? Nous ferons le point dans un instant avec les invités. Enfin, nous irons en Ouganda où Kizza Besigye, l'historique opposant au régime du président Yoweri Museveni, a été remis en liberté sous caution le mardi dernier, mais ce dernier reste menaçant malgré la peine de condamnation à mort qui plane sur sa tête. Kizza Besigye, un opposant atypique trop encombrant pour le président Yoweri Museveni. C'est notre troisième interrogation qui fera donc l'objet du troisième débat tout à l'heure même au cours de cette émission Angle de vue sur Sika que je démarre juste après cette revue de l'actualité sur le continent africain, le flash d'information. La situation est revenue au calme à Gao, dans le nord du Mali, depuis mardi soir, mais la mobilisation des jeunes n'est pas terminée. Ils prévoient de manifester de nouveau ce mercredi, malgré l'interdiction des autorités et des violences qui ont fait déjà 4 morts et 35 blessés. Le gouverneur a promis une enquête indépendante et surtout la visite prochaine d'une délégation de haut niveau pour essayer de trouver des solutions. Des syndicalistes ont réclamé plus de liberté et de manifestations mardi au palais de justice de Libreville, nouveau signe de tension avant la présidentielle du 27 août au Gabon. Au total, 26 personnes ont été arrêtées, dont 5 casseurs identifiés, avait indiqué dimanche une source officielle. Devant ce même palais de justice, les magistrats demandant plus d'indépendance. Les armées étaient visibles mais silencieuses mercredi dans la capitale sud-soudanaise où le cessez-le-feu décrété le lundi après 4 jours de combat était respecté pour la 2e journée consécutive. Aucun bilan des 4 jours de combat n'était disponible, mais la plupart des acteurs s'accordent à dire que des centaines de personnes militaires et civiles ont été tuées dans ce déferlement de violence. Au moins 36 000 habitants apeurés ont dû fuir leur foyer à la hâte. Déjà 36 000 déplacés, des centaines de morts. C'est le triste bilan des affrontements qui ont repris la semaine dernière à Djouba, au Soudan du Sud, à la veille de la célébration du 5e anniversaire de l'indépendance de ce pays. Lamine Cissé, en mettant ces deux ennemis jurés d'hier ensemble dans le même gouvernement, dans la même ville, la même capitale Djouba, est-ce qu'on peut dire que la communauté internationale a elle-même créé les conditions de la reprise des violences au Soudan du Sud? Merci, monsieur le journaliste. Mais bon, je crois qu'il faut qu'on aille un peu vers le Soudan lui-même, le Grand Soudan, qui a été divisé. Et ceux qui sont sur le terrain en train de s'affronter, ils le faisaient depuis des décennies.
dans le cadre d'une indépendance. L'indépendance est accordée, je crois que ce n'est pas une surprise, parce que sur les bases de l'indépendance, c'est les bases de l'indépendance qui ne sont pas une base populaire, c'est une base guerrière. Quand l'indépendance se prend par les armes, souvent, toujours il y a un processus qui continue, ce processus de guerre qui continue. Jusqu'à la stabilisation. Ouais, non, parce que le Soudan, en fait, il y a des considérations ethniques, il y a des considérations religieuses. Après, avec la découverte du pétrole, nous nous sommes rendus compte que des puissances étrangères ont la main dans beaucoup de choses au Soudan. Donc ça complique la situation. Ce n'est pas le peuple qui est en train de se battre, mais c'est des guerriers qui sont en train de se battre. Oui, mais dans ces conditions, le peuple est en train de souffrir. Alors, au regard de tout ce qui suit, pourquoi est-ce que la communauté internationale, les Nations Unies, conscientes de cette situation, mettent deux ennemis jurés ensemble dans la même capitale, tout en sachant, en offrant la possibilité à Riek Machar de revenir à Djouba avec ses troupes armées? Mais je crois que les Nations Unies, souvent, dans la résolution des conflits, ils s'en prennent très mal. Parce que souvent, la résolution des conflits, c'est le peuple elle-même, les dirigeants eux-mêmes qui doivent avoir les prédispositions à aller vers le règlement des conflits. Sinon, ça ne se fera pas. Et là, vous pensez que les deux ne sont pas prédisposés à se réconcilier? Ce pas des leaders qui sont mus par l'intérêt de leur population. Sinon, le Soudan a énormément souffert. Ça fait combien de décennies que le Soudan, c'est la guerre. C'est le sang qui se verse tout le temps au Soudan. Oui, mais chacun veut arracher le pouvoir, chacun veut diriger. Mais le pouvoir appartient au peuple, exactement. C'est ça où le bas blesse. Parce que ceux qui sont devant ce peuple-là, avec les chapeaux qu'on porte, on dirait on cowboy, etc., je crois qu'ils ont du plaisir souvent à se mettre devant les caméras et montrer que c'est ça où le bas blesse. Nous avons un problème de leadership en Afrique. Et tant qu'on ne se règle pas ce problème de vrais patriotes qui dirigent nos continents, nous allons toujours vers la catastrophe. Alors, M. Choubadé, votre avis sur la question, est-ce que la communauté internationale n'a pas créé elle-même les conditions de reprise des violences au Soudan du Sud en les mettant, les deux ennemis jurés, dans la même capitale, la même ville? Non, vous savez, quand vous parlez de communauté internationale, vous parlez de... C'est de l'ONU, des Nations Unies. Oui, l'ONU, c'est le pavillon. Tout le monde sait très bien que c'est de la sous-traitance. Et que ceux qui ont les intérêts dans cette religion, ils sont bien connus. Vous connaissez l'histoire de la partition du Soudan. Tout le monde sait très bien l'activisme du lobby américain, de certains lobbyistes américains qui ne supportaient pas que dans cette zone très riche, une élite arabo-musulmane en impose à un sud chrétien animiste. Et tout est parti de là. Jusqu'à la division. Oui, mais c'est l'industrie de guerre. S'il n'y a plus de guerre sur la planète, mais comment voulez-vous que fonctionne l'industrie? Oui, mais comment est-ce qu'on peut vous savez très bien que dans une situation de conflit? Vous savez très bien que la paix fonctionne avec la guerre. S'il n'y avait pas de... il n'y avait pas de guerre, il n'y aurait pas de maintien de paix, il n'y aura pas les casques bleus, il n'y aura pas l'humanitaire, il n'y aura pas toute l'industrie. En fait, tout ça fait partie de l'industrie de guerre. Il n'y a pas toute l'administration. Et quand vous étonnez qu'on puisse mettre ensemble des chers rebelles qui s'en veulent la mort, qu'on les mette ensemble, qu'on permette, parce qu'à un moment donné, Salva Kiir avait pris le dessus et contrôlait tout. On est allé à des soi-disant négociations juste pour introduire Riek Machar à Djouba. Mais c'est le même processus que vous avez eu au Rwanda, où à l'issue de négociations, on a introduit des troupes rebelles à l'intérieur de la capitale, et puis après, la guerre a repris. Et ça se passe un peu partout de cette manière-là. Ça dit que les négociations de paix, en fait, c'est pour préparer la nouvelle guerre. Oui, mais pourquoi les Africains ne savent pas lire à travers ces négociations et à éviter les situations de jurisprudence? Vous avez parlé du Rwanda maintenant. Pourquoi les Soudanais ne peuvent pas comprendre qu'on les mène vers de nouvelles guerres? Oui, vous savez, c'est l'éternelle question. Il y a eu, à un moment donné, l'Occident qui a pris une avance et qui essaie de maintenir. Ça, c'est connu. Et que ici, on fait de la manipulation, même dans nos pays qui sont semblent stables. Vous savez très bien. Si vous prenez en Afrique, presque les 2 tiers sont en situation de conflit. Même si il n'y a pas les armes, etc. Il y a des conflits invisibles. Même une simple élection dégénère en conflit, en affrontement et tout ce que vous savez. Donc c'est classique. Ailleurs, vous dit que, vous savez très bien qu'en Europe, il y a des irrédentistes qui font des revendications territoriales tout le temps, mais on n'a jamais admis, en dehors de ce qui s'est passé dans les Balkans, on n'a jamais admis
à accéder à l'indépendance. Mais en Afrique, c'est très facile. Vous avez vu comment on a coupé rapidement le Soudan. On est passé, et puis après on a créé beaucoup d'autres États. Vous avez l'Érythrée, le Somaliland, tout ce que vous avez aujourd'hui. Et le Soudan... On encourage la partition quand les intérêts sont en jeu. Tout à fait. Le Soudan, comme il le dit, l'histoire, enfin, la présence de l'ONU, c'est juste, l'ONU c'est le pavillon, mais en dessous, tout le monde sait très bien ceux qui jouent pour que le Soudan demeure dans la conflagration tout le temps. Dans les obscurités. Alors, est-ce qu'on peut dire, par rapport à la situation actuelle, que nous sommes à la veille de la fin de cette cohabitation, Salva Kiir et Riek Machar? Non, mais tout dépend des rapports de force. Et comme je vous l'ai dit, l'industrie de la guerre n'a pas intérêt à ce que ça s'arrête. Vous allez voir, dès qu'on verra, à un moment donné, vous avez vu que les troupes de Salva Kiir avaient pris le dessus et avaient, d'une manière ou d'une autre, stabilisé le pays. Et les autres, ils faisaient quelques escarmouches. Mais à un moment donné, on a dit qu'on va à des négociations pour rééquilibrer les forces. En réalité, les négociations servent toujours à rééquilibrer les forces pour que, juste au lendemain, chacun puisse avoir des ressources. De quoi mieux nourrir encore la bataille sur le terrain. Tout à fait. Il faut qu'une guerre finisse un jour. Tout à fait. Donc vous laissez les guerriers, ils s'affrontent, le meilleur prend le dessus et on passe une nouvelle base à partir de là. Normalement, ça doit être ça. Mais à un moment donné, on arrête tout le monde, on rééquilibre les forces et on les relance sur le terrain. Aux différentes forces de s'armer. Alors, Lamine Cissé, quel avenir vous voyez justement dans ces conditions pour ce gouvernement d'union nationale au sud du Soudan? Mon problème est que Salva Kiir, on l'attribue le peuple Dinka, je dis. Et l'autre, la Riek Machar, on l'appelle le peuple Noé. Ce qui veut dire que c'est deux ethnies, deux peuples qui s'affrontent en réalité au Sud-Soudan. Oui, à travers ces deux personnages. C'est dramatique. Ils s'affrontent, mais ils ont l'arme qui leur impose. Donc, ça pose un problème. C'est entre deux individus qui se battent. Chacun voudrait avoir le leadership. Comme il l'a dit mon co-débatteur Arimi Choubadé, il y a des relations internationales qui ne veulent pas quelque part qu'il y ait la paix parce qu'ils ont un intérêt particulier à sauvegarder. Mais il est très difficile souvent quand quelque part la guerre elle est basée sur l'ethnie, elle est basée sur le régionalisme. Ça pose d'énormes problèmes. Maintenant, il faut que les acteurs eux-mêmes prennent devers eux, n'est-ce pas, le patriotisme, l'engagement d'aller vers la paix. Mais ce n'est pas les forces qui viennent pour négocier qui peuvent amener la paix. Oui, en général, en Afrique, les guerres sont souvent motivées par les différences au niveau ethnique. Est-ce qu'il n'est pas temps, justement, qu'on aille au-delà de ces considérations? C'est ça le drame. C'est ça le problème de nos États se pose. On n'a pas encore des États. C'est ce que je dis. Nous avons un problème. Ou bien c'est un problème de découpage territorial. Parce qu'on aurait pu découper en tenant compte des ethnies. Non, nous sommes victimes de la balkanisation. Tout à fait. Okay? Mais après 50 ans, je crois que les autres ont les têtes, nous avons les têtes, nous avons des intelligences et des compétences. Je crois qu'il faut que l'Afrique se prenne en charge. C'est ça qui se pose. C'est les Nations Unies, etc., etc. On dit que c'est les autres qui nous confrontent. C'est nous-mêmes. Parce qu'il faut voir les facteurs endogènes. Les facteurs endogènes qui font que nous-mêmes, nous ne pouvons pas aller vers la construction de nos États. Nous sommes entièrement à 90% responsables. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je pense que même s'il y a réconciliation, ce serait une réconciliation de façade. Pour le moment, tant que le peuple elle-même n'a pas ce qu'on appelle, moi, ce que j'appelle les mentalités de développement. Parce que nous avons des mentalités liées. Le peuple doit être guidé. Et Riek Machar et Salva Kiir sont des leaders. Mais ça, c'est donc c'est à eux de prendre la décision et de conduire le peuple. On ne peut pas guider avec les armes. Le peuple est imposé. Le peuple est dans une position de dictature. Est-ce qu'il y a une autre solution aujourd'hui, vu que nous sommes en présence de forces opposées, des forces armées? Riek Machar est obligé d'utiliser des armes, puisqu'en face, il y a aussi un militant, un combattant qui a des armes. C'est ce qui est dramatique, et que même nous avons l'Union africaine qui est là, on ne l'entend pas, c'est les Nations Unies. Qui ne sert pas à grand-chose. C'est dommage. C'est-à-dire que l'Afrique, on vient nous montrer notre pantalon, nous attacher notre ceinture. C'est ce qui est dramatique. Et dans ces cas pareils, pour sortir dans l'embrigouillot, c'est difficile. Très difficile. Moi, pour le moment, je n'ai pas de l'espoir tant que le peuple elle-même ne prend pas devers lui dire non, nous voulons aller vers la paix et se soulève. Il faut une mobilisation, il faut une organisation. Voilà, les seuls qui peuvent organiser, c'est eux qui tiennent encore les armes aujourd'hui. C'est ça. Alors, les Nations Unies, dans ces conditions, demandent aux pays voisins de contribuer à renforcer l'effectif des casques bleus dans le pays. À votre avis, ça va servir à quoi? C'est théorique, parce que les casques bleus, nous avons vu par exemple en RDC,
au nord Kivu, etc. Mais les rebelles viennent, ils font du Rwanda, ils font des incursions au nez, parce que c'est le business qui est là-bas. Ils sont en train de faire le business. Les casques bleus, je crois qu'il faut les investir des missions précises et des missions d'intervention. Tant que cela n'est pas fait, ils ne peuvent pas faire une mission d'intervention, ils ne peuvent pas aller en guerre contre les rebelles autochtones. Non, je voudrais dire qu'ils doivent pouvoir protéger les populations. Mais cela ne se fait pas. On massacre à grande échelle les populations aux yeux de ces casques bleus-là. Ça pose un problème. C'est pourquoi... À quoi est-ce qu'ils servent alors, en fait? En fait, je crois que leur crédibilité est lourdement entamée quand on fait une évaluation du maintien de la paix, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, la crédibilité des casques bleus est largement entamée. Oui, mais pourtant, ils participent quand même à rétablir la paix dans certains pays. Je prends le cas de la Centrafrique, par exemple. S'il n'y avait pas eu les casques bleus, le pays serait ingouvernable aujourd'hui. Oui, d'accord, je suis d'accord. Les casques bleus, mais ils ont quand même, par ailleurs, quand on réussit à stabiliser certains pays. Quand on fait le diagnostic, je prendre l'exemple... Vous voyez le bilan négatif? Non, quand je prends toujours pour la RDC, le bilan est toujours... Parce que là, ça dépend de l'intérêt. Mais au moins, la RDC est stabilisée. La RDC, non. Il y a toujours des massacres. Au nord Kivu, il y a toujours des gens... Il y a toujours des massacres, mais au moins, ils ont quand même réussi à stabiliser une partie du pays. Ça devait être fini depuis longtemps. Parce qu'en fait, le problème du Rwanda et le problème de la RDC devaient être réglés. Parce que nous n'avons que comme instance internationale que les Nations Unies. Mais au sein des Nations Unies, il y a un problème. Parce que le problème qui se pose est que tant que cette institution elle-même ne fonctionne pas d'une façon démocratique, parce que c'est eux qui sont les défenseurs de la démocratie à travers le monde. Mais le fonctionnement même des Nations Unies est antidémocratique. C'est dictatorial. C'est 5 personnes qui décident au nom de toute la planète. Ça pose un problème de fonctionnement au sein des Nations Unies. Il faut qu'il y ait des réformes profondes au sein des Nations Unies pour que les casques bleus soient effectifs sur le terrain et que le travail soit bien fait. Il faut cela. Tout à fait. Arabi Choubadé, c'est votre position également. Les Nations Unies qui demandent plus de casques bleus au Soudan du Sud. Est-ce que vous pensez que ce sera vraiment la solution pour cette crise sud-soudanaise? Non, mais c'est elle qui a créé la crise sud-soudanaise en acceptant la partition du Grand Soudan. Ils auraient pu empêcher que le Soudan soit divisé, et comme ils l'empêchent un peu partout, où on dit qu'il y a l'intangibilité des frontières, éviter de la colonisation et beaucoup d'autres conventions qui ont été signées. Ce qui n'est pas valable ailleurs, on l'applique en Afrique, et on ne peut pas. Et puis, vous savez, cette histoire de... Je vous ai dit que vous avez parlé de maintien de la paix, mais ça fait partie de... Si vous voulez... Pour moi, l'industrie de la paix, l'industrie de la guerre, c'est le même visage. S'il n'y avait pas la guerre, il n'y aurait pas des interventions des casques bleus. Et il n'y aurait pas tout ce que vous avez, tout le déploiement qu'on fait dans ce cadre. Et l'interventionnisme de l'ONU, c'est aussi ça, pour saboter un peu l'action de l'Union africaine. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, tout le monde parle de l'Afrique, on parle des zones de guerre. On parle très rarement des pays où ça marche. Parce que l'Afrique n'est pas... C'est vrai... L'Afrique a connu beaucoup plus à travers ces zones de guerre. Tout à fait, parce que la grande majorité des pays africains, c'est la guerre, c'est la misère, c'est les coups d'État, c'est les tripatriages. Tout à fait. Il y a des Eldorado sur le continent africain. Tout à fait. Il y a des endroits où, aujourd'hui, il y a des choses qui bougent. Vous prenez le Nigeria, les pays de l'Est, le Bénin, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Sénégal, oui. Non, pas le Bénin, je vous en prie. Vous avez la paix au Bénin. Oui, l'absence de guerre, c'est ça? Oui, c'est la paix. Enfin, je vous le laisse dire. La Côte d'Ivoire. Non, pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a des troupes encore là-bas. Voilà, c'est-à-dire que je parlais de l'Afrique qui marche. Vous avez... Prenez un exemple tout simple comme la CEDEAO. À un moment donné, l'intégration était allée assez avancée. Je crois, M. Cissé, voilà aussi des acteurs de cette intégration-là. Et qu'est-ce qui est arrivé? Patatras, quelqu'un allait ressusciter. D'abord, on a tenté avec le Conseil de l'Entente, qui ne prenait pas. Et après, on a pris 8 mois. On a dupliqué pratiquement toutes les institutions de la CEDEAO parce que quoi? La CEDEAO, c'était l'hégémonie, si vous voulez, c'était la suprématie du Nigeria. Et oui, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Vous avez vu, même au niveau de la CEDEAO, je me souviens de la crise libérienne, où la Côte d'Ivoire et puis le vieux Oufoué étaient pratiquement en chaîne de faïence. Et après, il fallait casser la dynamique CEDEAO. Et on lui a balancé entre les pattes, lui et moi, qui a dupliqué pratiquement presque les institutions
de la CEDEAO, juste pour fragiliser. Et puis quand vous voyez ces gens ces mini-organisations sous-régionales. Oui, quand vous voyez tout ce qui se passe pour fragiliser la CEDEAO, c'est bien évidemment que cela aura des impacts sur la grande Union africaine. Et vous avez vu par rapport à l'Union africaine, lorsqu'il fallait prendre des positions assez claires, je me souviens de Wade, pour le cas de la Libye, et qui directement de Paris a débarqué à Benghazi pour dire, écoutez, Kadhafi, je vous invite à quitter le pouvoir. Vous vous souvenez? Alors qu'à l'époque, l'Union africaine travaillait pour avoir une position très claire contre l'intervention de l'Occident. Et oui, donc, à beaucoup d'échelles, surtout les francophones, travaillent pour saboter à l'interne l'intégration africaine. Ça, on peut le dire. Surtout les francophones. Oui, surtout les francophones. Parce que quand vous prenez les Eldorado en Afrique, quand vous prenez les Eldorado aujourd'hui en Afrique, vous ne pouvez pas citer 2 pays francophones. C'est surtout les pays anglophones. Oui, c'est surtout les pays anglophones. Et voilà, donc à moins qu'on fasse une intégration à plusieurs vitesses, c'est-à-dire qu'un jour les anglophones disent, ben nous, on est fatigués de vous, si vous n'êtes pas prêts, il n'y a pas de problème, on fait notre Commonwealth, on fait à notre manière, et puis on vous abandonne. On vous abandonne. Sinon, vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez... pour les francophones, l'intégration, c'est avec la France. Ce n'est pas avec les autres Africains. La distance qui sépare Cotonou de Lagos, elle est plus grande que la distance qui sépare Cotonou de Paris. Donc, si on n'intègre pas ces données-là, on va continuer à dire oui, les Africains, mais non, il y a l'Afrique qui marche. L'Afrique, vous voyez, le Nigeria, on parle d'ethnie, on parle de religion, mais vous savez très bien que c'est un conglomérat d'ethnie, de religion. Malgré ça, ça tient. Et ils font 270 millions d'habitants. Ils font le vote électronique. Ils font le vote électronique et le résultat tombe le même jour, à l'instant où le dernier a déposé son bulletin dans l'une. Tout à fait. Et puis vous avez des petits pays comme le Bénin qui font... Les pays francophones vous avez à peine, toujours du mal à quelques millions d'électeurs. Il faut attendre plusieurs jours pour décompter, etc. Donc je vous dis, si vous voulez citer l'Eldorado, et puis il y a toujours la main invisible, hein, et je vous dis encore, le frein à l'intégration africaine, c'est les francophones. Il n'y a pas, d'abord, on n'a pas de monnaie, on n'a pas de diplomatie indépendante, ça il faut le dire. Et quand il y a problème chez nous, vous avez vu combien de fois vous avez vu les Nigériens demander au Royaume-Uni d'envoyer des troupes ou des soldats ou des experts pour venir régler des problèmes internes ou des crises internes. Donc, il faut tenir compte de ça. C'est une grosse interrogation, l'intégration africaine. Nous ferons prochainement le débat sur ce plateau. Ce sera tout pour notre premier sujet de ce jour. Cette émission se poursuit au Burundi à présent. Les négociations pour la paix ont repris à Arusha en Tanzanie, mais à peine ont-elles démarré qu'elles ont été boudées par le représentant et les représentants du moins du président Pierre Nkurunziza qui refuse de siéger à la même table que les responsables de la CNRD, la coalition de l'opposition que l'équipe du président Nkurunziza qualifie de putschiste. Quelle porte de sortie pour la crise au Burundi? La réponse avec mes invités, c'est juste après cette virgule. Arabi Choubadé, le dialogue de sourds continue à Arusha. Est-ce que vous pensez qu'il est vraiment nécessaire de continuer pour parler au sujet du Burundi, vu qu'aucune des parties ne souhaite faire de concessions? Oui, vous savez, on risque de répéter ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au Soudan. Parce que... c'est le même schéma, c'est pas le même schéma. Et pire encore... Ici, ils ne sont pas en guerre. C'est suite à une élection, troisième mandat contesté. Non, écoutez, même l'arrivée de Nkurunziza au pouvoir, vous savez comment ça s'est passé. Et puis après, on légitime un putsch, une guerre civile, par des élections que vous savez. Donc on ne peut pas me dire que... vous savez, et puis ce sont des États qui n'ont jamais connu de stabilité. Parce que déjà à l'origine... C'est là qu'il ne faut jamais aspirer à la stabilité. Oui, déjà à l'origine, à moins qu'on ne répète ce qu'on avait dit par ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et on n'a pas laissé une initiative africaine réelle. Oui, aujourd'hui, le facilitateur est un Africain. Oui, tout à fait. Benjamin Nkapa, l'ancien président tanzanien. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé quand prenez la crise malgache. Quand il fallait régler ça, vous avez vu le langage des Sud-Africains qui clairement disait le président qui est là, il est légitime, nous on ne discute pas avec lui. Mais qu'est-ce que la communauté internationale a fait? On a dessaisi l'Afrique du Sud pour installer une autre légitimité qu'on pouvait manipuler aisément. Et vous avez vu les accords vous avez vu la situation en Côte d'Ivoire également.
Donc vous pensez que les facilitateurs sont désignés en fonction de la manipulabilité? Tout à fait. Donc Benjamin Nkapa n'est donc qu'un jeune, un pion. Non, si on avait laissé la main, on laisse vraiment la main à une solution africaine, à une solution interne, on aurait réglé cette crise-là. On aurait réglé cette crise-là depuis très longtemps. Mais à chaque fois, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça ne finisse pas. Je vous ai dit, l'industrie de la paix, l'industrie de la guerre, c'est le même visage. C'est le même visage. Et il y a que certains ont intérêt à ce que ça perdure. Sinon, on ne peut pas comprendre. Vous avez vu le président, à un moment donné, quand il se sent vraiment acculé, il accepte. Et comme je dis, dès qu'il... il sent un peu de mou, il revient sur sa position. Tout à fait. Sinon, si le langage de fermeté qu'on avait adopté dès le départ avait été maintenu, on n'en serait pas là. Quand il y a une petite accalmie, il a le temps de se renforcer, de renforcer son pouvoir. Et voilà. Et c'est les opposants qui en pâtissent. Et par rapport à ça, vous savez, vous dites... Et dans ces régions-là, il y avait déjà un problème d'État, parce que les indépendances ont été attribuées dans les conditions que vous savez, parce qu'on n'avait pas beaucoup insisté sur l'instruction, il n'y avait pas beaucoup de cas déjà à l'époque, et donc l'État, même la naissance de l'État posait problème. On a lancé les militaires prendre le pouvoir, faire tout ce qu'ils ont eu à faire dans le temps. Et aujourd'hui, le Burundi traîne toujours les séquelles de cette situation. Lamine Cissé, alors, dialogue de sourds. Aujourd'hui, le facilitateur a fini par opter pour la méthode de discussion de groupe. Il discute avec un camp de côté, un autre camp de côté. Est-ce que cette stratégie va porter? Est-ce que ça vaut la peine de continuer même ces pourparlers? Au Burundi, le peuple même est partisan de cette division. Parce que c'est un problème de lutte ethnique. En 1973, le massacre de plus de 200 000 Hutus. Ensuite, en 1993, quand le nouveau président Merchant a été élu, il a été massacré parce que les autres veulent se venger. Et c'est le peuple qui se lève, même qui prend des machettes, qui va dans la rue pour se battre. Ça, ce n'est pas des armes, c'est des armes non conventionnelles qu'on utilise même. Donc le peuple même, c'est pourquoi il y a un socio-anthropologue qui a essayé de décrypter la situation du Burundi pour dire que au départ, le Hutu et le Tutsi, ils ont des similitudes, ils ont les mêmes traditions, les mêmes comportements, etc. Il n'y avait pas de division entre eux. Mais quand les colonisateurs successifs qui sont passés, pour mieux régner, on essaie de les diviser en montrant que le Hutu il est plus beau que l'autre, l'autre il est plus joli que l'autre. Donc ils ont essayé de les classifier, de les catégoriser. Des frustrations, et cela, à cette époque, a eu des conséquences. Et la division est née à partir de cet instant-là. Au Burundi, c'est le camp Hutu contre Tutsi. Et ce n'est pas les porteurs d'armes, c'est-à-dire ce n'est pas des leaders qui prennent des armes seulement. Non, non, la population elle-même. C'est pourquoi je dis qu'il y a un travail d'approche de base qui devait être fait pour régler le problème du Burundi, franchement. Parce que, vous savez, quand on parle de Burundi, on ne peut pas ausculter le problème du Rwanda. Le Rwanda, ils ont un leader qui a pu amener les gens à dire attention, il faut. Mais je ne dis pas que le Rwanda est à l'abri. Parce qu'à côté, c'est les mêmes ethnies qui sont là. Donc le problème est il faut voir les dimensions socio-culturelles, au niveau des dimensions. Ce n'est pas au niveau des négociateurs. Non, non, non. Même si vous négociez et qu'il y ait une paix, il faut qu'il y ait un travail d'approche sur le terrain qui se fasse au niveau de la population burundaise elle-même. Mais comment ce travail pourra-t-il se faire? C'est pourquoi il faut réhabiliter les valeurs endogènes burundaises. Il faut qu'on ait des sociologues, des anthropologues, des gens qui viennent de la société civile, qui s'engagent, les chefs religieux, n'est-ce pas, les chefs traditionnels, qui se lèvent pour dire nous ne voulons plus ça, nous sommes tous les mêmes, et que ce travail soit fait de longue haleine, tout le temps et à tout moment. Et là maintenant, ils vont couper court, n'est-ce pas, aux velléités des politiciens, parce que les politiciens utilisent, n'est-ce pas, ces supports-là pour continuer à diviser et pour se faire voir. Le problème, tant que ça ne se règle pas à ce niveau-là, la racine, moi, je ne pense pas qu'il y ait une solution possible. Oui, mais à ça pour parler, justement, tous ces corps que vous venez d'appeler, de citer, sont invités par le facilitateur. Est-ce que ces pourparlers ne représentent pas vraiment le bon terrain
pour sortir. Je crois que l'opposition aussi devait faire une preuve de réalisme. Parce qu'en fait, le président actuellement élu a été élu au suffrage indirect. Ensuite, il a été élu au suffrage direct. Il considère que c'est la nouvelle constitution qui l'a élu. Donc, il devait avoir un dernier mandat. Je crois que pour l'intérêt général du peuple, il devait l'accepter tel. Parce que le dernier mandat, ça va bientôt finir. Ils seront en conflit jusqu'à la fin du dernier mandat. Et c'est ça qui va lui faire partir. Ça pose un problème. Mais est-ce que quelque part, ça n'arrange pas également Nkurunziza de maintenir le flou, qu'il y ait toujours des difficultés à avancer dans les négociations, afin qu'il continue de purger justement ceux qui l'embêtent dans la société? Purger. Oui, parce qu'en fait, la purge se fait tout le temps. Celui qui s'assoit, il purge. Puisqu'on continue par parler de massacres, il y a toujours des assassinats. Exactement, ciblés d'ailleurs. Oui, des assassinats ciblés. Ouais, mais ça n'a pas commencé par lui. Parce qu'en fait, c'est une ça se passe aujourd'hui, ça se passe dans les deux camps. Hein. Exactement. C'est-à-dire que c'est une période de vengeance. Celui qui vient, c'est pourquoi j'ai dit que le travail devait être d'abord socio-culturel, à la base. Et que toute la société civile s'engage. Les chefs traditionnels, les religieux s'engagent à travailler. Ils doivent accompagner le politique, ils doivent accompagner les négociateurs. Parce qu'en fait, c'est un seul peuple. Eux, ils ont la chance. Vous avez parlé du Nigeria qui a plus de 400 ethnies, le Nigeria. Plus de 400 ethnies. Et c'est dans une fédération. Tout à fait. Mais ils sont là, après la guerre du Biafra, qui est une exception. Mais le Nigeria a pu stabiliser et ça avance. Mais pourquoi pas le Burundi? Ça, c'est une grosse interrogation. Arabi Choubadé, les difficultés à avancer dans les négociations, est-ce que quelque part cela n'arrange pas le pouvoir en place? Non, quand on veut parler du Burundi, on ne peut plus continuer à sortir l'éternelle question Tutsi ou tout, parce qu'on a vu l'exemple du Rwanda. C'est vrai, c'est un régime de fer, etc. Mais au moins, vous avez vu, aujourd'hui, ils ont mis l'accent beaucoup plus sur l'instruction. Parce qu'en réalité, à l'indépendance, c'était des peuplades. C'était pour ça que c'était facile d'exploiter, de les manipuler. À un moment donné, je crois, les Rwandais, ils sont à un niveau où on espère qu'ils ne peuvent plus retourner à ce qu'on connaissait auparavant. Aujourd'hui, il y a le tout numérique, hein, il y a l'instruction, il y a les femmes qui interviennent beaucoup plus dans les hautes sphères de l'administration. Il y a beaucoup d'avancées, comment l'appelle-t-on, qui permettent aujourd'hui au pays de ne plus faire ce retour en arrière. Mais le Burundi est resté en l'état, si vous voulez. Il n'y a pas eu... il n'y a pas eu des efforts de développement. Voilà, il n'y a pas eu cette lumière de fer comme ils ont eu au Rwanda. C'est vrai qu'au Rwanda, il y a eu, ce que vous savez, le génocide qui a permis d'instaurer un nouvel ordre avec... où on avait laissé beaucoup de facilités au pouvoir en place, on fermait les yeux sur certaines déviances, ce qui a permis ce qu'on appelle les dictatures éclairées. Mais cela a permis d'atteindre le niveau où ils sont aujourd'hui. C'est pas là. Vous savez que nous, je vais vous donner l'exemple de l'Assemblée nationale. Pour monter une radio hémicycle, l'Assemblée ne se peut pas envoyer une mission au Rwanda, tout simplement pour aller voir ce qui se fait là-bas. Pourtant, c'est un pays qu'on pourrait a priori dire que c'est parce qu'ils ont mis l'accent sur l'instruction, sur le tout numérique. Vous voyez la dernière décision du gouvernement béninois sur le numérique. Hein, le Rwanda a peut-être commencé il y a 10 ans, 15 ans. Alors donc, ils ont fait des avancées dans l'instruction, ce qu'on n'a pas vu faire au Burundi, au lieu que les Nations Unies injectent beaucoup d'argent dans les armes, dans le maintien de la paix, etc. Je crois que si ce qu'on considère comme des peuplades au départ, on essayait au moins de leur donner excusez, l'instruction qu'il faut, je crois qu'on pourrait régler beaucoup de problèmes. Sinon, ils seront toujours à la merci de la manipulation, toujours à la merci. On continuera à dire... Donc vous pensez que c'est un problème de formation, d'éducation? Tout à fait, parce que c'était des États qui sont allés à l'indépendance avec très peu de cadres. Vous connaissez la colonisation belge, on ne va pas refaire l'histoire. Apparemment, n'est pas d'accord avec on ne va vous. pas refaire l'histoire. Moi, j'ai un peu de réserve par rapport à ça. Il y a ce facteur-là, le facteur d'éducation est déterminant, mais ils ont eu la chance d'avoir un leader comme Paul Kagame. Parce que tout ce que je viens de dire, ne peut pas être fait sans qu'un leader au sommet de l'État puisse accompagner toutes ces actions que je viens de décliner là. Parce qu'eux, ils ont la chance d'avoir un leader comme Paul Kagame qui s'est mis au-dessus et qui a vu l'intérêt du Rwanda. Et toutes les autres forces ont accompagné. Peut-être le Burundi n'a pas encore un leader éclairé pour
créer cette dynamique. Mais même si Paul Kagame, leader éclairé, et que la population elle-même, les autres composants ne l'ont pas accompagné, il ne pourra pas réussir. Parce qu'aucun leader éclairé ne peut faire le bonheur du peuple sans le peuple elle-même. Sans le peuple lui-même, je voudrais dire. Donc, à ce niveau-là, je suis d'accord avec lui. Mais c'est parce que l'autre ont eu la chance d'avoir un Kagame. Oui, mais peut-être que alors, souhaitons que le Burundi ait aussi la même chose au Burundi. Et aussi un Kagame. S'il n'était pas perturbé par l'opposition, il aurait pu être éclairé également. Oui, je veux parler de dictature éclairée. Mais il n'en devrait pas moins que c'est une dictature. Kagame, ce n'est pas un saint. Non, non, pas du tout. Il y a aussi des déviances sur lesquelles on ferme les yeux. Mais au moins, il y a cette lumière de l'instruction qui est au cœur aujourd'hui de la marche du Rwanda. C'est un pays qui marche. On a fait l'ouverture aux femmes. Il n'y a plus de problème religieux en tant que tel. Mais il y a, c'est vrai, quelques problèmes de liberté qu'il faut régler, etc., qu'ils essayent de régler tant bien que mal, mais le Burundi n'est pas passé par là. Tout à fait. Ils sont demeurés ce qu'ils étaient depuis qu'on les a laissés merci à la société internationale. Merci Lamine Cissé, madame, monsieur, c'est tout pour le deuxième débat dans cette émission. Voici un nouveau point de l'actualité sur le continent africain, le Flash. La situation est revenue au calme à Gao, dans le nord du Mali, depuis mardi soir, mais la mobilisation des jeunes n'est pas terminée. Ils prévoient de manifester de nouveau ce mercredi, malgré l'interdiction des autorités et des violences qui ont fait déjà 4 morts et 35 blessés. Le gouverneur a promis une enquête indépendante et surtout la visite prochaine d'une délégation de haut niveau pour essayer de trouver des solutions. Des syndicalistes ont réclamé plus de liberté et de manifestations mardi au palais de justice de Libreville, nouveau signe de tension avant la présidentielle du 27 août au Gabon. Au total, 26 personnes ont été arrêtées, dont 5 casseurs identifiés, avait indiqué dimanche une source officielle. Devant ce même palais de justice, les magistrats demandant plus d'indépendance. Les armes étaient visibles mais silencieuses mercredi dans la capitale sud-soudanaise où le cessez-le-feu décrété le lundi après 4 jours de combat était respecté pour la 2e journée consécutive. Aucun bilan des 4 jours de combat n'était disponible, mais la plupart des acteurs s'accordent à dire que des centaines de personnes militaires et civiles ont été tuées dans ce déferlement de violence. Au moins 36 000 habitants apeurés ont dû fuir leur foyer à la hâte. Nous poursuivons cette émission avec l'Ouganda à présent où Kizza Besigye, l'historique opposant au régime du président Yoweri Museveni, a été remis en liberté sous caution ce mardi, mais ce dernier reste menaçant malgré la peine de mort, la peine de condamnation justement à mort qui plane sur sa tête. Kizza Besigye, un opposant trop encombrant et atypique pour Yoweri Museveni. Je vous propose de retrouver le débat après cette virgule. Le débat se poursuit avec l'écrivain sénégalais Lamine Cissé, le journaliste béninois Rémi Choubadé. Lamine Cissé, Kizza Besigye, un opposant récidiviste et toujours menaçant. Est-ce l'exemple à suivre pour les oppositions sur le continent africain? Oui, moi je crois que l'opposition sur le continent africain, évidemment, il y a le leadership. Il faut que les gens se sacrifient. Je prends le cas de Nelson Mandela qui, pour l'Afrique du Sud, il s'est sacrifié pour le sortir de l'ornière. Mais le cas, on fait une différence entre le sacrifice et l'absolutisme. Là, ils foncent droit dans le mur. Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je crois que la plus grande opposition doit être l'éveil de conscience des peuples et laisser le peuple agir. Bon, mais quand on voit l'histoire aussi de l'Ouganda, de Beauté à Idi Amin jusqu'à Museveni, c'est un processus, comme tous les autres processus de démocratisation en Afrique. Moi, j'ai souvent dit que en Afrique, l'opposition se positionne se met dans la position d'ennemi et le pouvoir en place se met dans la posture de détruire l'opposition. Ça ne devait pas être fait comme ça. J'ai dit il faut toujours que l'opposition et le pouvoir collaborent pour sortir le pays, le peuple, dans ses difficultés. C'est ça le rôle fondamental des partis politiques. Bon, maintenant, peut-être que le combat qu'il est en train de mener apportera son fruit. Parce qu'en fait, quelquefois, il faut se donner, dire, je veux atteindre cet idéal-là. Je l'atteigne,
ou bien je péris. Vous pensez qu'il finira par atteindre son objectif comme un certain Abdoulaye Wade au Sénégal ou un certain Alpha Condé en Guinée? Est-ce qu'il, même s'il atteint son objectif, est-ce qu'il sera un bon dirigeant? Parce qu'en fin de compte, on a vu le résultat pour ceux-là qui se sont entêtés, ont cogné jusqu'à finir par arriver au pouvoir. Non, ça ne veut pas dire toujours que ils vont donner de bons résultats. Vous prenez le cas du président Wade. Le président Wade s'est toujours opposé, mais dans le strict respect de la démocratie. Parce que lui, il négociait toujours avec le pouvoir en place. Le dialogue n'était jamais rompu. Il entrait même dans le gouvernement et puis il sortait pour aller se présenter. Parce que lui, il a refusé toute négociation. Oui, parce qu'accompagner le peuple, c'est participer à l'éveil des consciences de ce peuple-là. Parce que le peuple ne comprend pas comment on gouverne. Quel est le rôle d'un ministre, d'un député, etc., etc. C'est le peuple qui ne sait même pas, quand il va mettre les bulletins de vote dans les urnes, pourquoi il vote. Ce peuple-là, franchement, je crois qu'il faut l'accompagner. Dans ce processus de démocratie, il faut l'accompagner, en donnant de bons exemples. Mais souvent, le cas de Sékou Touré. Sékou Touré a été un éternel incompris de son peuple et du peuple africain. Parce qu'il s'est versé dans le populisme, il s'est versé dans la communication, et il n'était pas en phase avec les réalités dont la population avait besoin. Et les autres pays qui ont essayé de négocier, de faire la démocratie petit à petit, aujourd'hui ces peuples-là vont de loin devant la Guinée. Aujourd'hui la Guinée, on a une Guinée qui est purement ethnique, etc. etc. Rien, ça ne règle pas. Ce que moi je voudrais conseiller à l'opposant ougandais, Kizza Besigye, voilà, c'est quand même d'être beaucoup plus souple et d'aller vers les négociations. Parce qu'un chef qui a le pouvoir, qui a l'autorité, qui a la puissance publique, je crois qu'il ne sert à rien d'aller vers l'extrémisme. De tout faire pour le contrer par tous les moyens. Arimi Choubadé, alors, refuser toute négociation, être un opposant téméraire. Voilà. Est-ce que cela contribue, à votre avis, au développement de son pays? Non, je crois qu'il est ougandais, c'est toute une vie de lutte. C'est lui qui connaît ce qui est bon pour l'opposition ougandaise, ce qui n'est pas acceptable. Il est dans le feu de l'action. Vous savez, il a été dans beaucoup de luttes depuis très longtemps, avant même l'arrivée au pouvoir de Museveni. Et il a continué, peut-être. Et puis aujourd'hui, vous savez, avec le poids de l'âge, ce n'est pas le monsieur qui peut être tenté par une aventure ministérielle, juste parce il y en a qui continuent pas à être tentés, hein, vous savez. Moi, je suis pas dans la posture de lui dire à Kizza Besigye que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, etc. Mais à quoi ça sert de continuer par faire de l'opposition, une opposition un peu en griffe têtue, parce que là, tout le temps défier le pouvoir et aller en prison, ressortir, aller en prison, ça lui rapporte quoi? Museveni veut avoir une opposition tolérée, pas une opposition légitime qui peut faire des revendications. Vous savez, c'est la tour de contrôle de qui vous savez. Ça dit que si on veut que ça change au Soudan, c'est à partir de l'Ouganda. Si on veut que ça change au Rwanda, ou au Congo, ou même au Tchad, tout ça, c'est à partir de l'Ouganda. C'est un peu la tour de contrôle. Et ceux qui ont intérêt à ce que le pouvoir de Museveni sévère, ils savent très bien ce que c'est. Et vous savez, on a même il y a la menace de, comment vous appelez, il y a une milice chrétienne, une milice chrétienne qui est là depuis, je crois, une princesse éliminée. La LRA. La LRA. Où, vous savez, c'est des gens qui décapitent, qui tuent, qu'on envoie souvent, qu'on a envoyé au Soudan pour aller régler des problèmes, qu'on a envoyé au Congo, régler des problèmes, etc. Donc, comme je vous dis, c'est la tour de contrôle de ce que vous savez dans la zone et qui permettent, qui laissent les gens. Vous savez, toutes les rébellions ont leur unité d'entraînement. Toujours leur base arrière en Ouganda. En Ouganda, etc. Donc maintenant, pour faire un peu cosmétique, Museveni veut que... Donc vous pensez que Kizza Besigye joue son rôle, en fait. De quoi Il joue le rôle de l'opposition. On le laisse jouer son rôle d'opposant, tout en le regardant de loin. Il maîtrise mieux les réalités de l'Ouganda que quiconque. Il sait très bien ce qui est bon pour lui-même et pour ceux qui croient en lui, ceux qui le supportent. Je ne crois pas qu'il pourrait faire ça s'il n'y a personne, s'il n'y a aucun Ouganda. S'il y a personne ne le soutenait. Voilà, il est là, il ne bouge pas. Il y a beaucoup qui ont quitté le pays, qui sont allés ailleurs, qui sont allés en exil et qui ont tenté même des coups à partir des pays voisins. Ça n'a pas marché. Vous savez que
Museveni, il avait la capacité de pousser ses opposants même jusqu'en Afrique du Sud, en Angola, etc. Est-ce que vous pensez quand même que sa lutte finira par porter les fruits? Non, Oui, je vous le dis, lui, il est dans le feu de l'action. Il sait très bien là où il peut aller. Et vous savez, ce n'est pas un opposant né d'hier. Si il a fait tout ce temps-là, dans ce combat-là, ça veut dire qu'il y a de la conviction. Il aurait pu prendre les armes, il aurait pu prendre le maquis, puisqu'à plusieurs moments, il y a eu des moments de déstabilisation, même des rébellions qui ont pu secouer l'Ouganda à plusieurs reprises, mais il n'a pas basculé dans ce camp-là. Il peut faire l'opposition politique, théorique. Il est resté dans l'opposition. Il est resté dans l'opposition politique parce qu'il sait très bien qu'il n'aura personne pour le soutenir en dehors de l'Ouganda. Museveni, c'est lui là tout de contrôle de la région. C'est lui qui dit qu'il va rester au pouvoir. Nous ne cachons pas les voix. La face à côté. Si on dit demain il faut lancer une expédition sur N'Djamena, ça va partir de l'Ouganda. S'il faut aller déloger Salva Kiir à Djouba, ça va être à partir de l'Ouganda, etc. Et le Rwanda, le Congo, vous savez, c'est devenu un instrument de déstabilisation générale. Et donc, je crois que cette situation, ça finira par bouger. Les lignes finiront par bouger, certainement. Dans quel sens? Bon, on verra. Là, je donne ma langue au chat, comme on dit. Merci Arémi Choubadé, merci Lamine Sissé, madame, monsieur, je vous remercie de nous avoir suivis. C'était votre émission Angle de vue sur Sika. Restez toujours connectés à cette chaîne, la chaîne qui vous informe sur l'actualité sur le continent africain en continu. Très bonne suite de programme sur www.sikatv.info. Merci.